Alors, je crois qu'il y a eu un électrochoc tout à fait important qui a été causé par la crise des prix alimentaires de 2008 et que la question du soutien à la production agricole est de nouveau au sommet de l'agenda politique. Et ceci est très encourageant. Certains progrès ont été faits. Très clairement, pour beaucoup de gouvernements des pays du Sud, l'agriculture, qui pendant 30 ans avait été largement négligée, si l'on accepte quelques filières d'exportation qu'ils soutenaient parce que cela permettait d'avoir des revenus liés à ces exportations précisément, euh, ils se rendent compte que ça a été une erreur. Et je suis très encouragé de voir que aujourd'hui, beaucoup de gouvernements cherchent une porte de sortie à ce qui est considéré comme un échec des politiques de ces 30 dernières années. Cela étant dit, la direction que l'on prend n'est pas encore définie et il y a un risque que l'on fasse des choix qui sont pas nécessairement les meilleurs, qui peut-être vont permettre de répondre à la question de l'offre, augmenter la production, mais qui ne vont pas nécessairement permettre de réduire la pauvreté en zone rurale, qui ne vont pas nécessairement venir au secours des plus petits paysans, qui ont, pendant toutes ces années, souffert d'un véritable préjugé à leur égard, puisqu'on a beaucoup plus misé sur les méthodes de production agro-industrielle et sur les plus grands producteurs, les plus compétitifs sur les marchés internationaux. Et donc l'enjeu aujourd'hui est de savoir quel type d'agriculture l'on veut pour demain. Est-ce que l'on veut une concentration de plus en plus forte de la production entre les mains d'un petit nombre de grands producteurs très soutenus, très puissants, ou bien est-ce que l'on veut au contraire une production plus décentralisée, un accent plus grand sur l'agriculture familiale qui sert les besoins des communautés locales, auquel cas il faut alors des politiques qui soient véritablement ciblées vers ce public-là. La petite agriculture familiale crée de l'emploi, contribue au développement rural, a des effets multiplicateurs importants sur les communautés rurales, notamment parce que la présence de population dans les campagnes permet de créer des emplois hors exploitations agricoles. Et ces petites exploitations sont généralement mieux équipées pour respecter les écosystèmes, pour pratiquer des méthodes agricoles qui sont moins dépendantes des énergies fossiles, du pétrole, etc. Par contraste, les grandes plantations sont très compétitives, elles sont capables d'écouler des récoltes à bas prix sur les marchés, mais elles créent peu d'emplois, elles ne contribuent pas au développement rural, elles créent au fond des déserts dans les campagnes pour nourrir les villes. Et il faut bien mesurer que si le prix de l'alimentation intégrait les coûts sociaux et environnementaux de certains types d'agriculture, ces prix seraient beaucoup plus élevés s'agissant de l'agriculture agro-industrielle et de ses propres productions que de l'agriculture familiale. Donc je crois qu'il faut ici attirer l'attention sur le fait que la compétitivité de l'agriculture agro-industrielle ne doit pas être le seul critère qui doit, au fond, orienter la politique publique, et que ces politiques publiques doivent récompenser, soutenir la plus petite agriculture familiale pour tous les services qu'elle rend. Ce qu'on appelle en jargon européen la multifonctionnalité de l'agriculture doit être remise au centre de la décision publique. Je dirais enfin que toutes les études, au nord comme au sud, convergent pour dire que la petite agriculture familiale peut être extrêmement productive à l'hectare. Je veux dire par là que pour une même surface de terre, si l'on combine toutes les cultures, et parfois d'ailleurs également les produits laitiers liés à ce que ces petites exploitations des animaux, si l'on combine tout cela, le petit agriculteur familial produit davantage à l'hectare que la toute grande plantation, très fortement mécanisée, qui pratique des monocultures. Et donc, je crois qu'il est tout à fait important de souligner que la petite agriculture familiale peut être très productive, fait une utilisation plus efficiente des ressources naturelles, rend des services en termes de développement rural et de préservation des écosystèmes, qui sont tous des services qui doivent être récompensés.
le droit à l'alimentation est un outil à travers lequel analyser la question de la faim et de la malnutrition, qui a été de plus en plus important depuis une quinzaine d'années, depuis le sommet mondial sur l'alimentation qui s'est tenu à Rome en 1996, et où les gouvernements du monde entier ont mis le droit à l'alimentation au cœur des choix en matière d'agriculture et d'alimentation. Et ce que le droit à l'alimentation veut dire, c'est que les politiques que nous mettons en œuvre en matière d'agriculture et d'alimentation ne doivent pas être guidées uniquement par le souci de soutenir l'offre pour répondre à une demande croissante. Il faut, c'est vrai, produire assez. C'est tout à fait important pour que cette équation globale soit en équilibre. Et il faut soutenir la production, mais il y a différentes manières de le faire. Et le droit à l'alimentation nous indique qu'il faut le faire en ciblant nos efforts sur les plus vulnérables, en prenant l'agriculture non seulement comme un moyen de produire des aliments, mais aussi un moyen de créer du revenu pour les agriculteurs les plus pauvres, et pour lutter par là contre la pauvreté dans les zones rurales. Rappelons tout de même que 75% des pauvres, des très pauvres dans le monde, sont encore situés dans les zones rurales, notamment dans les pays en développement. Oui, je crois que c'est une source d'espoir pour tous les observateurs de ce domaine, c'est de voir que de plus en plus, une solidarité se crée entre les petits agriculteurs du Nord et les petits agriculteurs du Sud. Il n'y a à ça rien d'étonnant, même si cela paraît paradoxal, parce qu'on voit toujours ces producteurs comme en concurrence les uns avec les autres pour la conquête des marchés. En fait, ces producteurs font face à des problèmes qui sont très homologues, une concentration de plus en plus forte de la production alimentaire entre les mains des plus gros producteurs, des chaînes de production et distribution alimentaire où les intermédiaires ont un poids de plus en plus important qui leur permet de dicter leur prix et qui empêche de négocier un juste prix pour la production, et des politiques publiques qui très souvent, au nom de la compétitivité sur les marchés internationaux, condamnent, sans le dire, la petite agriculture familiale. Donc ce sont des problèmes similaires qu'ils rencontrent, et ils sont moins en concurrence les uns avec les autres, les petits producteurs du Nord et les petits producteurs du Sud, qui ne sont alliés dans un même combat qui consiste à dire nous remplissons des fonctions, nous rendons des services qui ne peuvent pas être remplis par d'autres types de production agricole, et par conséquent nous devons être soutenus, récompensés pour ces services que nous rendons. Il y a certainement un très grand potentiel d'échange et d'apprentissage qui peut se développer à partir des contacts Nord-Sud. Je crois que, par exemple, une réflexion sur la manière dont les coopératives sont gérées, la taille maximale que les coopératives peuvent atteindre avant d'échapper au contrôle de ses membres, la manière dont les organisations de producteurs peuvent être représentées dans les processus de décision publique, le type de soutien en termes de conseils techniques, de services de vulgarisation agricole, en termes de moyens de stockage, de moyens de communication, etc. Beaucoup de problèmes sont communs. Ces problèmes, soyons très francs, sont tout de même beaucoup plus importants pour les petits producteurs du Sud que pour les petits producteurs du Nord. Par exemple, en matière d'accès aux infrastructures, il est clair que les producteurs du Nord, quelle que soit la situation difficile de l'agriculture familiale au Nord, sont tout de même d'une nature différente, à une échelle différente que ceux du Sud. Mais néanmoins, beaucoup d'échanges peuvent se faire qui sont bénéfiques et qui sont importants pour renforcer les producteurs du Sud en particulier. Et donc, moi, je crois vraiment que c'est absolument vital de prolonger ces échanges et de les renforcer. Je crois que une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui dans un système qui est à bout de souffle, c'est que la petite agriculture familiale, les petits producteurs n'ont pas été représentés dans le processus de décision politique. Et ça, c'est quelque chose que les agriculteurs du Nord, quelles que soient les difficultés auxquelles ils ont à faire face, que je ne nie pas, ont réussi beaucoup mieux que leur équivalent du Sud. Ils sont plus entendus des pouvoirs publics.
Euh, Pas toujours suffisamment, mais ils sont quand même euh, représentent, ils ont un poids beaucoup plus important dans la décision politique, en dépit de ce que leur nombre est beaucoup plus petit en proportion de la population totale. Au Sud, les petits paysans n'ont pas de représentation politique. Et donc, le meilleur service qu'on puisse rendre aux paysans du Sud, c'est, au fond, permettre de les outiller, renforcer leur capacité à être des partenaires du gouvernement pour que les politiques publiques prennent en compte leur situation. Et ça, c'est ce que les paysans du Nord peuvent faire de plus efficace pour les paysans du Sud.